Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue au show du premier midi. Ah, tabarouette. Faut que j'arrête d'écouter ce podcast-là. Ah ouais, tu l'écoutes souvent. Hein? C'est sûr. Surtout l'émission avec les mijoteuses puis Ricardo. Là. Ça a dû être ton préféré, ça. Hey, j'ai checké ses ratings sur Spotify, 2,9 étoiles. C'est pas bon. C'est pas très bon. C'est pas très non, bon. C'est pas très bon. Ça se compare pas à notre 4,9. Hey, d'ailleurs, mettez donc des ratings sur Spotify. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu 5.0. On veut remonter à 5.0. Mettez des bons ratings. On démarre le show à l'instant. Fait que là, Frank, à part toi là, qui fait la victime en disant que j'ai un trouble de l'attention quand je commence à lire des articles pendant nos podcasts, t'as-tu une vraie victime du jour pour nous aujourd'hui? Ouais, ben écoute, ça pourrait être moi. Non, c'est parce que les gens, ils le savent. Là, ils regardent le podcast, ils le voient bien. Là. C'est que là, moi, je suis en train de parler de quelque chose, puis là, maintenant, je vois Yann qui fait. Puis là, je parle, puis il n'y a comme plus de réponse. Fait que je suis comme, bon, ben, je vais continuer. Je vais mettre mes articles sur l'autre écran, ça va moins pareil. Ouais, c'est ça va. En fait, ça va être encore pire, je vais juste te voir de même. Je me regarde, mais c'est comme. Non, écoute, aujourd'hui, la victime du jour, il y a juste Simon Rochelot qui l'a vu en preview, puis a vu sa réaction. Je pense qu'il voulait absolument que ce soit elle, parce que j'ai dit, hey, tu penses que ça serait bon, ça, pour demain? Puis il a juste répondu une très longue série de ah 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 en disant oui, il faut que ce soit ça. Donc, je vous la présente, puis je vais partir la petite madame avec le jacket vert. En fait, on a une femme qui veut aller voir le film Barbie au cinéma. Hey, ce film-là, ça finit. Je pense que je vais être obligé d'aller le voir. Là, C'est intense, hein? Non, mais il y a une genre de folie collective avec ça. Là. Tout le monde a de. Puis tu vois, c'est un peu comme avec Sound of Freedom. On avait fait un sondage. J'avais fait un petit sondage sur Spotify en dessous du podcast. J'ai demandé combien d'entre vous est allé le voir. Parce que moi, j'ai l'impression que tout le monde va voir ces films-là. Parce que tout le monde a une opinion là-dessus. Puis c'était 17 ou 18 de nos auditeurs qui ont répondu au sondage qui étaient allés voir le film. Ce qui est quand même une crowd qui est naturellement portée pour aller le voir. Plus que Barbie. Là. Plus que Barbie. Donc, j'en déduis que la majorité des gens qui donnent leur opinion là-dessus, ces réseaux sociaux, ne sont pas allés voir le film. Fait que pour Barbie, je sais pas si c'est la même. Moi, j'en ai pas parlé, puis j'ai pas dit qu'on allait faire un sujet là-dessus. Je suis pas allé le voir, le Christy de film. Fait que j'essaie de pas parler de livres que je lis pas, de films que je vois pas, puis de documentaires que j'ai pas regardés. Sinon, ben, je travaillerais à Radio-Canada. Je ferais pas ça. T'es bitch, man. Donc, il y a une madame qui veut voir ce film-là. Attends un peu. So much potential for beauty and for devastation. Écoute, la dame veut aller voir Barbie au cinéma, mais elle a un problème. Elle souffre d'anxiété pour la COVID, les virus, puis toute la patente. Là. Elle est bien anxieuse. Elle met des masques, mais pas pour faire du vol à l'étalage ou cacher sa face d'antifa aux policiers. Là. Exact. Et là, moi, je me suis dit, bon, c'est encore comme l'autre fois, tu sais, la madame, elle veut fermer la fenêtre parce que l'autre gars est en train de domper en train d'en domper une. Fait que là, tu sais, on se dit, bon, c'est sûr que c'est fake, cette affaire-là. Mais là, elle, honnêtement, elle a tellement l'air persuadée de ce qu'elle raconte que on dirait que je suis pas mal sûr que c'est vrai, son histoire. I don't remember the last time I went to see a movie because I don't love going to the movie theater. But I'll tell you what, it pisses me off that I can't go see Barbie. I want to go see it. Even if it is white feminism, I want to be able to go. So I'm doing a thing. And if you live in the Pacific Northwest, you can do a thing with me. Here's what it is. Next week, which is July 31st, August 1st, someday next week on a weekday, I am renting out a theater in Northwest Portland. The entire theater. The whole theater.
The theater seats 46 people, I think. We're only going to do 20 tickets. So me and 19 other people. That's it. In addition to that, there will be one employee. So the entire building, the entire cinema, is going to be one employee plus 20 attendees. That's it. We are the only people in the building, and every single person, including that employee, is going to be wearing an N95 the entire time. The employee is going to put it on before they enter the building. They've been chosen specifically for this purpose. They seem to get it. If you show up because you bought a ticket, I need to see a KN94 well fitted, or a 95 well fitted, or a P100. And if I see a baggy mask, I'm going to tell you to take it off and put on one that I hand you. I'm holding onto a bunch of masks. Choose the one you like best. There are no concessions during the movie. They're not even going to open it up. Do not bother bringing food or drinks. You may not take your mask off in the movie. If you need to scratch your nose or you need to take a sip of water, you need to get up, exit the theater, do that, and then come back. Tu sais, elle donne beaucoup trop de détails pour pas que ce soit fucking broken, man. Pauvre madame. Man, Ah non, ils ont brisé du monde. On a cassé cette femme-là. Ils ont brisé du monde avec l'histoire de la COVID. Je suis désolé. Pauvre madame. Non, monsieur, sérieux. J'ai même pas le goût de rire d'elle. Elle fait pitié. Bah, de toute façon, on a-tu vraiment besoin de rire d'elle? Je veux dire, t'as juste regardé la vidéo puis t'as vu ce que t'avais à voir. Là. Ah, pauvre madame. Mais tu sais, si je savais pas et j'avais pas vu des gens au Québec qui étaient comme ça, je penserais que c'est fake. Voyons, Non, c'est pas fake. Non, c'est pas fake. Là. La madame qui loue le théâtre au complet, excusez le théâtre, le cinéma. C'est un genre de cinéma clap, là, de ce que je comprends. Là, ouais, pas quelque chose de trop gros. Là. Elle loue la salle au complet. Elle dit là, il faut qu'il y ait juste une personne. Tout le monde va avoir des N95. Si t'as envie de te gratter le nez, tu sors dehors. Il n'y a pas de concession. Il n'y a pas de concession. Non, mais... Ça va dessus ou quoi? Mais ils ont brisé du monde avec la pandémie. C'est des accommodements raisonnables, ça. Là. Tu sais, le théâtre va ramasser le cash, puis tu sais, je veux dire, ça coûte un bras pour aller voir Barbie. C'est hallucinant. Mais il y en a beaucoup des gens de même hein, qui sont... J'en suivais, Mané, moi et Simon Rochelot, on s'amusait dans une passion un peu morbide à suivre des threads de COVID anxieux sur les réseaux sociaux, même sur Reddit, puis tout ça. Il y en a, là, des cinglés de même. Là. Ils sont avec le masque KN95 dans le char, puis sont sûrs qu'ils sont en train de lutter contre la COVID longue, puis là, ils vont être pris d'assaut. Tu sais, c'est comme si, en fait, ils ont... Je pense que cet épisode-là a permis à des gens qui sont foncièrement hypocondriaques de s'afficher publiquement. Ouais. Et avant, ils faisaient ça dans la honte. Ouais. Oh, oui, puis tu sais, les conspirationnistes, j'ai pas été super fin avec eux autres, mais pour certains de ceux-là, pour vrai, j'avais une empathie dans le sens que quand ils étaient profonds dans le rabbit hole, bien profond, là, puis tu avais l'impression que tu pouvais rien pour eux, tu sais, je trouvais ça un peu des fois que ça faisait pitié. Tu sais, je parle pas de ceux-là qui étaient edgy, borderline. Tu sais, vraiment, là, il y en a, là, c'est... Ouais, ben genre comme le gars dans l'Arctique du Soleil qui était en train de se creuser un bunker. Là. Écoute, tu sais, j'ai déjà eu une rencontre avec un client en finance. Il m'avait été référé, il dit là, je pense que cette personne a besoin d'aide côté financier, tu serais peut-être la bonne personne pour y aller, tout ça. Fait tu sais, je rentre dans son 4,5. Puis là, les papiers étaient tous sur la table. Puis là, tu sais, il commence la rencontre, puis là, il me regarde droit dans les yeux, puis il dit là, il dit, je veux savoir une chose. Il dit, cette rencontre-là, est-ce qu'elle est confidentielle? Ben, j'ai dit oui, totalement. Tout ce que vous me dites est confidentiel. Puis là, j'étais là, je dis, bon, OK, c'est quelqu'un qui fait un peu de noir, ou il veut cacher des choses au gouvernement, tout ça. Puis, fait que là, j'étais un peu prête à tout. Là, il me regarde, tu sais, avec son air, là, il faut pas que tu fasses le saut, là. Puis là, il y avait des papiers tout chiffonnés, là, puis tout ça, il dit, moi, là, je suis multimilliardaire. Là, j'ai fait, OK, parfait. C'est bon. C'est que j'aurais aimé ça être assis dans un coin. Ouais, un petit non, mais c'était pas... Honnêtement, c'était pas drôle. Non, mais en plus, en fait, ce qui me ferait rire, c'est plus ton
toi qui essaie d'être poker face. Non, mais c'était facile d'être poker face, sérieusement, parce que ça en était un peu triste. Là. Ouais. Ben, c'est genre illuminé du couche-tard style. Là, ouais, exactement. Puis tu sais, il était là, puis là, il avait sorti un papier, puis dans le fond, c'était comme un papier qui expliquait que ses investissements étaient dans une firme de placement, puis que cette firme de placement-là possédait des milliards de dollars dans un fonds. C'est sûr que si tu fouilles dans tes notices explicatives de portefeuille, tu vas voir des chiffres de cet ordre de grandeur-là. Mais lui, il disait que c'était à lui. Ouais. Puis, tu sais, il avait tout fait le paper track. Là. Il me montrait toutes les transactions qu'il avait faites dans le compte, puis qu'il avait fait ça, c'était ça. Lui, le papier explicatif du portefeuille qu'il avait dans sa tête, c'était son compte de banque. Puis, tu sais, j'ai essayé pendant peut-être une demi-heure, 45 minutes de déconstruire les choses, puis c'était carrément impossible. Il était profond dans son rabbit hole, tu sais, puis ça en était vraiment triste, là, tu sais. Fait que la conclusion, tu sais, ça a été, j'ai fini par réussir à sortir de là, puis j'ai contacté la personne qui me l'avait référé, puis j'ai dit, écoute, ton ami a besoin d'aide. Vraiment, là, ça va pas, là. Ça va vraiment pas. Puis tu sais, c'est peut-être une des rares fois que j'ai été confronté à quelqu'un qui vivait ce genre d'épisode-là. Puis c'est quoi le titre exact de l'épisode qu'il vivait? J'en ai aucune espèce d'idée. Tu sais, je suis pas un psychologue et tout ça, mais je sais que clairement, il avait besoin de l'aide d'un professionnel, mais pas en finance. Ouais. Quelqu'un de santé mentale qui avait besoin. Puis quand tu es confronté à ça, tu te crimes, il y a du monde que c'est broken, puis ils font pitié, puis ils ont sacrément besoin d'aide. Tu sais, cette dame-là, je la classe là-dedans. Là. Il y a des hyper conspis qui sont classés là-dedans aussi. Là. Tu sais que c'est le trou, il est rendu trop profond. Il ne peut pas sortir de là tout seul. Là, tu sais. Puis elle, c'est ça. Elle, c'est de l'anxiété covidienne, on va dire. Mais le trou est trop profond. Elle ne peut pas sortir de ça. Elle a réellement besoin d'aide. Non, c'est irrationnel. Là. Vous comprendrez que je veux dire, avoir peur à ce point-là d'attraper un virus, que tu loues un cinéma à grands frais, que tu réserves ça pour 20 personnes, puis que tu demandes à tout le monde de ne pas manger, de ne pas boire, puis si jamais il se gratte le nez, il faut qu'il aille dehors pour lever le N95 pour se gratter le nez. Je veux dire, là, rendu là, c'est parce que vous ne vivrez plus jamais de votre vie. Là. Ça me fait penser à... Quand je l'ai déjà raconté, là, mais je le mentionne brièvement, là, quand j'étais arrivé à Québec dans le début, je me cherchais un appartement, puis il y a un gars, il avait refusé de nous louer parce que lui, il était germophobe, puis genre, on était rentré, on visitait, puis on touchait à trop d'affaires, puis je l'ai vu, là, il a tilté. Là. Il y avait des gants, puis un spray genre Hertel, là, puis il lavait les poignées de porte après qu'on ait les yeux ouverts, mettons, pour rentrer dans les pièces pour voir. Là. Fait qu'il avait identifié que vous étiez trop des taponneux pour lui. Là, Ouais, je sais pas, pour lui, il nous a vus, puis il était comme... je sais pas, là. Il a peut-être peut-être le gars avec qui j'étais, c'était pas lavé les cheveux le matin, puis ça l'a fait tilter ou je sais pas quoi, là. Mais il nous a vus, puis il a fait non, eux autres sont pas assez clean. Mais je te dis, c'était vraiment, là, il était avec son spray, puis ses gants, puis sa guenille. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais là, voyons, c'est quoi? Le gars était germophobe, là, ben raide, là. Phobie, puis hypochondrie, il devait être sûr qu'on y amenait une maladie. Puis, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, moi, je suis pas mal sûr que ce gars-là... Il se cachait. Il se cachait, puis il faisait ses sparages, puis ses trucs, ses simagrées sanitaires, il les faisait chez eux, tu comprends? Mais sans doute qu'au bureau, il va travailler pour pas se faire écœurer par les autres qui font « Voyons, Chris, t'es bien tannant que ton spray, puis tes petits gants, puis tes affaires. » Il devait faire un peu profil bas, tu sais, ou essayer de se trouver une job qui travaille tout seul, ou travailler chez eux, ou whatever. Mais malheureusement, ou peut-être heureusement pour eux autres, mais j'ai l'impression que la période de la pandémie, ça a comme libéré beaucoup de gens à être de même. Tu sais, avant, excusez-moi, là, mais des feux de forêt, des virus, tout ça, il y en a toujours eu. Ouais. Avant 2019, avez-vous déjà vu quelqu'un se promener avec un masque dans la rue? Ben non. Moi, j'avais déjà vu ça dans le métro à Montréal, une fois. Des gens d'une certaine communauté asiatique, là, parce que les autres, c'est culturel, apparemment. Là. Mais je veux dire, me promener, genre à Chicoutimi, puis voir quelqu'un tout seul le soir avec un masque d'en face dehors, j'avais jamais vu ça de ma vie. Là. Ben là, maintenant, c'est des patentes que tu vois. Moi, je pense que ces gens-là, ils ont été... comment je pourrais dire ça? Leur hypocondrie a été d'une certaine manière normalisée. Là.
Ouais, puis, tu sais, on a passé quelqu'un, je pense pas que c'était dans les victimes éventuellement, mais on a passé un Asiatique justement qui avait un masque complet dans la face, puis tout ça. Puis le commentaire qui revenait le plus souvent là-dedans, c'était écoute, je pense pas qu'il a peur des virus, je pense même pas qu'il a peur du soleil. Je pense qu'en réalité, il a peur de la reconnaissance faciale partout en Chine, tu sais, ou des affaires de même. Ouais, ouais, ouais. Il y avait aussi une autre théorie là-dessus, là, que c'était une manière de cacher un peu comme un uniforme, là. Dans le fond, ça empêche de voir, quand tu vas dans certains coins, l'appartenance à une certaine classe sociale, OK. en vertu de justement là, ton degré de. Ah ouais, c'est que on disait que dans la culture là-bas, peut-être que quand tu es bronzé, ce que ça fait, c'est que ça montre que tu travailles beaucoup dans les champs ou tu es un travail manuel. Ouais. Tandis que quand tu as le teint pâle, ça montre que tu n'es pas un travailleur manuel, donc tu Ah, appartiens c'est à ça. une autre classe de société. Fait que tu mets ce genre de masque-là, ça t'empêche d'avoir la face bien foncée par le soleil. Puis là, après, ben, en même temps, je veux dire, c'est un peu ridicule, là, mais bon, je dis pas que ça n'existe pas, là, mais ça m'a fait un peu tilter, pareil, cette affaire-là. Mais Écoute, c'est le fun, le podcast est rendu assez gros que les gens, quand ils nous envoient pas promener, nous apprennent parfois des affaires dans les commentaires. On sait pas si c'est tout le temps vrai ou pas, mais tu sais, ça amène ouais, une discussion qui est quand même intéressante des fois. j'aime ça, moi, les gens qui nous écrivent là, tu sais, via la page Facebook ou peu importe par courriel, tout ça, puis ils nous racontent. Genre, il y en a tous les jours, là, des affaires. Hey, moi, je viens de Sorel, puis vous devinerez jamais ce que la police a fait, ou je sais pas quoi. Tu sais, il y a tout le temps des affaires quand même drôles. Ou, ben, des fois, c'est pas tout le temps drôle, là, mais c'est souvent très éloquent. Ou ben, tu sais, quand même, le monde est petit. Là. L'autre fois, Vincent, dans le trio qui n'est pas encore sorti, tu sais, il dit vendredi passé dans le podcast, il dit en tout cas, moi, le monde qui met des olives vertes sur un nachos, je trouve que ça n'a pas d'allure, tout ça. Puis il dit j'étais assis à telle place, puis j'ai reçu un nachos avec des olives vertes à Longueuil. Le propriétaire du restaurant, c'est un de nos Patreons. Ça, c'est drôle. Quand même, je la trouvais bonne. Tu vois que c'est pas si gros que ça, le Québec, pareil. On a 1300 Patreon, puis ça a donné que le gars qui a fait la nachos à Vincent, il écoutait le podcast. Il écoutait le podcast, puis c'était pas mal chez eux, ou en tout cas, il savait c'était où. Elle est bonne. Il parlait de Petit Québec. Rien ne va plus dans l'Empire québécois. Ben, disons, l'Empire québécois a l'air de quand même bien se porter, Non, c'est ça. mais son volet TVA, parce qu'il faut faire la différence entre les deux, ben, on C'est savait. deux compagnies distinctes. Hein? C'est deux compagnies distinctes. Mais on savait déjà, Yann, depuis quelques années que, par exemple, le volet TVA Sport allait très mal. Ça, c'est pas une surprise pour personne. Ça fait des années. En fait, ça n'a jamais marché, de ce qu'on comprend. C'est une bombe à cash. Ça n'a jamais marché. Le but de cette patente-là était de montrer dans la potentiel achat d'une équipe de hockey pour l'amener à Québec. Le but, c'était de montrer, regarde, on a l'amphithéâtre, on a le réseau télévisuel pour la patente. Finalement, ben, vous avez compris qu'il n'y a pas d'équipe. Fait que le réseau sert plus ou moins à rien parce que tu avais déjà RDS qui avait les matchs du Canadien. Donc, en tout cas, on ne refera pas toute l'histoire, mais il y a eu. Ça a été compliqué à TVA Sport. Il y a eu des départs, des arrivées. Bon, puis il y avait des gros contrats. Il y avait des ex-joueurs de la Ligue nationale qui étaient payés cher. Puis tout ça. Puis éventuellement, ils flushent un par un. Mais là, présentement, les Russes sont en train de quitter le navire dans le sens que tout le monde essaie de se sauver là, avant de se faire lyncher de toute façon. Ben moi, hier, c'est ça qui a vraiment allumé mon signal d'alarme. C'est quand j'ai vu passer cette nouvelle-là. Elle est un petit peu partout. Mais voici ce qu'on nous disait dans le journal Les Affaires hier. Québécois arrête de payer son loyer à l'Assemblée nationale. Hey, c'est capoté, ça, là. Québécois arrête de payer son loyer à l'Assemblée nationale. L'entreprise a annoncé sa décision dans une lettre envoyée au début de semaine au secrétaire général de l'Assemblée, Siegfried Peters. Hey, c'est donc anglophone, ça, comme nom, dans l'Assemblée nationale du Québec. Monsieur Legault, il ne sera pas content. Le vice-président Jad Barsoum y affirme qu'étant donné le contexte difficile, Québécois suspend dès à présent le versement des sommes pour le bail de ses locaux situés dans l'édifice André Laurando. Québécois, qui détient le réseau télévision TVA, le Journal de Montréal et le Journal de Québec, mentionne que son loyer s'élève à 8 448 $ par mois. Ce montant dépasse le seuil des 100 000 par année, et ce, sans compter les taxes applicables, déplore Jad Barsoum, en ajoutant que cela va à l'encontre des principes d'accès et nuit à la vie démocratique. Dans sa missive... Attends un peu, là. Le gars
demande des locaux gratis pour héberger ses journalistes dans l'Assemblée nationale. Man, ça Ben, nuit pas à la vie démocratique, là. De quoi tu parles, regarde, Christy? on va faire une affaire. Les locaux sont gratis, puis le gouvernement vous donne plus de cash. Ah non, écoute, c'est une subvention déguisée qu'ils demandent encore, là. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, puis ça se cache derrière le couvert de la vie démocratique. Puis tout, hey, c'est Ah du non, pied moi. carré. T'as pas d'affaire à avoir du pied carré gratis, hein? Peux-tu en avoir, moi aussi? Je peux Ouais, être. c'est ça. Peux-tu Quand en est-ce avoir, moi que, aussi? quand est-ce que Yann et Frank a un studio payé à même les frais de la princesse dans un local gratuit quelque part où je pourrais, accessoirement, quand je vais ouvrir la porte, rencontrer des ministres, Ouais. des attachés de presse, tout ça. Pourquoi nous autres, on n'a pas le droit à ça? Parce que les autres se plaignent de la concurrence déloyale des géants du web. Excuse-moi, ces gros groupes-là, ils font pas mal de la concurrence déloyale aux petits joueurs qui essayent de s'installer dans le Ben oui. marché, aka les podcasts du Québec, politiques, etc. Radio X, peux-tu avoir ses locaux fournis aussi à l'Assemblée nationale? Ouais, c'est ça. Parce que vous les laissez, le gouvernement les laisse même pas rentrer dans les conférences de presse du premier ministre. Il faut qu'ils demandent la permission. La dernière fois que la fille de Rebel News, Alexa, a essayé d'y aller, ils l'ont sorti Manu Militari quasiment. Non, écoute, là, ça va être correct, là. Vous n'avez pas d'affaire à avoir des pieds carrés gratis. Puis, crime, 100 000, honnêtement, là, je pense pas que c'est exagéré. Je me rappelle de mes bureaux de votre conseil.net avant qu'on downsize parce qu'on n'est presque plus jamais au bureau de notre bar, là, en service financier. Mais mes bureaux me coûtaient 45 000 par année, là. J'avais 5 bureaux fermés puis 4 tables de travail, là. 5 bureaux fermés, 4 tables de travail, 45 000 par année. Je serais curieux de voir c'est quoi l'espace qu'on loue à Québécois réellement. Ouais, puis excuse-moi, là, mais je sais, il était dans quel coin, ce bureau-là? Là? Comment tu penses que ça t'aurait coûté louer la même chose Ah, dans 50% de plus. ouais, la même chose dans l'édifice André Laurando, en plein centre-ville de Québec? Garde-moi à Belle-Bâtisse, là. Non, c'est Regarde où ce que t'es, minimum. là. Hey, c'est le Parlement, ça, ici, là. Non, Toi, écoute. toi, tu te loues un local dans l'édifice André Laurando, puis c'est gratis? Non, c'est à cette location-là, moi, j'étais dans le coin du boulevard des Galeries. À cette location-là, c'est au moins 50% plus cher, je peux pas croire, là. Ben là, Fait que, tu sais, la réalité, c'est qu'à mon avis, on leur louait plus que ça. Je pense honnêtement que 100 000 $, c'est un prix d'amis, là. J'ai pas l'impression qu'on les crossait, là. Hey, non, sérieusement, mais tu sais, Groupe TVA, c'est une business qui, selon les investisseurs en bourse, vaut encore 76 millions. Ça en baisse, là. Mais je veux dire, t'es-tu rendu vraiment à gratter les fonds de tiroir pour dire que là, c'est ce loyer-là qu'il faut se départir? Sous le voile de ça nuit à la démocratie? Hein, tu me niaises-tu, hein? ah non, regarde, c'est n'importe quoi, là. Ah, et puis ça, en plus que c'est des vieux bâtiments, ça, qui nécessitent quand même un entretien assez. C'est pour ça que ça coûte cher aussi, là, ces trucs-là. Là. Tu sais, c'est un bâtiment, ça, l'édifice André Laurando, il a été construit en 1934 par l'entrepreneur François Jobin. Il est d'abord appelé d'abord édifice de la voirie. Ce bâtiment est désigné comme l'édifice E à partir de 1937. Il est rebaptisé en 1980 édifice André Laurando. Il abrite la tribune de la presse, mais aussi, je vais dire ça, des ministères. Là. Il y a 2-3 ministères là-dedans là, qui ont leur bureau. Genre le patrimoine, ou je ne sais plus trop. Je sais plus trop là. Fait que, tu sais, à un moment de. Tu sais, le ministère des Travaux publics, des Chasses et des Pêches, bon, c'est ça. Bref, il y a des. C'est un. Chris, va falloir vous payer des locaux gratuits en plus. Fait que là, il faut faire des lois pour se crisser tous les géants du web à dos pour vous autres. Il faut vous subventionner, puis il faut vous louer faut vous donner du pied carré gratis. Excuse-moi, là, mais puis tout ça sous le couvert de la. Moi, ça, je suis plus capable, là, les affaires qui représentent la démocratie, puis. Ouais. Écoute, on peut-tu faire le tour de la page Twitter de PKP? Ah, ça va pas. Hein. Sérieusement, là. Écoute.
Bon, là, présentement, il demande au bureau d'enquête du bureau de la concurrence d'enquêter sur le blocage injustifiable de Meta. Bon, OK. Parce que là, présentement, moi, j'en fais partie. Si j'essaie d'aller sur la page du Journal de Québec sur Facebook, j'ai plus accès. OK. C'est terminé dans mon cas. Il n'y a jamais de façon facile de déprogrammer une émission. Les impératifs économiques, blablabla. Je tiens à m'excuser auprès de nos collaborateurs qui doivent subir ces impératifs. Le monde à l'envers. Donc, Ben oui, parce que ça, c'est un autre des éléments qui m'a allumé une sirène d'alarme. On n'en a pas parlé, mais mentionnons-le brièvement. Le couperet est de nouveau tombé à TVA. Cette fois, c'est au tour de l'animateur vedette Stéphane Bureau de voir son émission de fin de soirée, Le Monde à l'envers, retirée des ondes. Tel que présenté récemment lors des résultats financiers du deuxième trimestre, bon, ça, tu reviendras. L'animateur Stéphane Bureau a commenté sur LinkedIn en réaction. Tu parles d'une place pour commenter. En réaction à la nouvelle. Le printemps n'avait pas été de tout repos non plus pour les artisans de l'émission qui avaient dû vivre dans l'incertitude après que TVA exigeait un changement de producteur. Une opération délicate qui s'apparente à une forme de transplantation cardiaque. L'équipe découvre aujourd'hui qu'elle est condamnée à rester dans les blocs de départ. Jamais en 40 ans de vie professionnelle, je n'ai vu pareille manière de faire. C'est surtout très inquiétant pour une industrie que l'on sait fragile, a-t-il poursuivi dans son message. Inquiétant, indiquant qu'il aurait préféré ne jamais avoir eu à l'écrire. Parce que le monde, regarde, la deuxième saison, là, elle devait commencer le 22 septembre. Puis tu sais, des émissions de TVA qui avaient un certain succès, parce que cette émission-là elle avait fait parler d'elle. Rappelle-toi du passage de Joël Lightbound. Rappelle-toi ils ont invité Maxime Bernier dans le cas de la guerre en Ukraine. On en avait même passé un extrait ici. Ils ont invité Dominique Moret. Ça avait brassé pas mal aussi. Ils ont invité... c'était qui? En tout cas, il y a eu plusieurs invités quand même que ça a fait réagir. Je pense qu'Éric Duhem est allé aussi. Le but de ça, c'était... Parce que rappelez-vous, Stéphane Bureau, pourquoi il a été mis dehors de Radio-Canada? À cause de son entrevue avec le prof Raoult. C'était Raoult. Donc, il s'est fait mettre dehors de Radio-Canada, ou il l'a quitté, là, mettons, prononce ça de même. Et Québécois l'a ramassé dans un but de nettoyer leur réputation anti-Covidio, blablabla. Donc, dans un premier temps, ils ont engagé lui, qui était comme le membre des médias edgy, entre guillemets, qui allait inviter Bernier, Duhem, Moret, toute la gang de pas correct. Là. Et sans prendre position pour ces gens-là. Là. Sans prendre position pour ces gens-là, mais tu comprends la trajectoire qui avait été mise de l'avant. Une trajectoire qui s'explique, qui rend logique aussi le fait qu'ils ont retiré de leur site web les textes où ils disaient qu'il fallait déporter le monde non vacciné à Gagnonville, puis ce genre de trucs-là. Donc, moi, je voyais l'arrivée de cette émission-là comme un changement de cap quand même assez net. Finalement, ils se sont probablement rendus compte que le mal était trop profond. Ben, le mal était trop profond ou ils pensaient que ça allait être un succès pas mal plus instantané que ça. Ah, mais on sacrait ça le vendredi soir, Frank. Tu sais, je veux dire, c'est une émission qui faisait directement concurrence à Tout le monde en parle. Oui. Ils l'ont mis le vendredi soir. Hey, as-tu le goût de parler de politique le vendredi soir? On le voit même dans nos chiffres de podcasting à nous. C'est notre pire journée le vendredi. Ah oui, le vendredi, les gens, les gens, ils finissent un peu plus de bonne heure. Ils partent, ils s'arrêtent à une microbrasserie. Ils achètent des canettes ou ils achètent une bouteille de vin à SAQ. Puis là, ils commencent à prendre l'apéro. Fait que le vendredi soir, là, entendre Maxime Bernier ou Éric Duhem parler d'une émission avec des commentaires de Sophie Durocher puis de Yasmine Abdel-Fadel, il y en a qui... C'est peut-être pas le bon créneau horaire. Ben, c'est su de façon historique. Quand tu as une mauvaise nouvelle à annoncer au gouvernement, annonce ça le vendredi à 4 heures, personne ne va s'en rendre compte. Tu sais, je veux dire, c'est un grand groupe médiatique québécois. Ben, groupe TVA. C'est un grand groupe médiatique. Des grosses parts de marché. Des gens qui connaissent l'industrie. Ouais. Ils veulent faire un changement de cap, ils mettent les choses en place, ils payent Stéphane Bureau à fort prix pour avoir ce changement de cap-là. Ils sacent l'émission le vendredi soir. Vous êtes donc bien pas bon. Ouais, puis la plupart des commentaires négatifs sur l'émission n'étaient pas sur le contenu, mais sur la forme. C'est-à-dire que tu fais venir quelqu'un... Tu sais, il y a un genre de controverse. Tu fais venir, mettons, Dominique Moret, puis l'entrevue dure 16 minutes.
Ah oui. Ça, c'est garoché avec c'était supposé d'être un genre de panel de débat. Ça dure 3 minutes d'échange, c'est Des déjà petits fini. sujets, bang, bang, bang. Puis... Des petits sujets, bang, bang, bang. Tu as le droit de faire un liner, puis après, on passe à autre chose. Fait que c'était comme un peu garoché, cette émission-là. Mais c'était quand même un pas dans la bonne direction. Alors que l'environnement économique et technologique transforme profondément les assises de l'industrie de la radiodiffusion au Québec et ailleurs, Groupe TVA déclare pour la deuxième fois cette année une perte pour son deuxième trimestre. Tu n'as plus le droit de commenter d'ailleurs sur ces publications en PKP. Écoute, le seul moment où est-ce qu'il a l'air correct, c'est Ouais, quand il parle des Alouettes ou quelque chose c'est de quand même. ils vont avoir une game des Alouettes. C'est que ça. Malheureusement, rien ne permet de penser que la situation pourrait s'améliorer. Nos façons de faire comme nos paramètres d'opération devraient changer afin de rétablir notre rentabilité et de maintenir notre position de leader. Man, je suis actionnaire de la compagnie, puis je lis ça, puis je me dis, man, attends un peu, là. Mais moi, là, Caché à corde, là. mais moi, je pense à la même. J'ai une chose qui me trotte en tête depuis que je vois ces trucs-là, c'est que quand PKP s'est lancé en politique, là, en 2012, avec Point, je Pauline, pense. c'est quand Pauline Marois a été élue. Fait que c'est en 2012 ou 2013. Tout le monde savait que son objectif, c'était de la remplacer éventuellement, de devenir chef du PQ, ce qui est arrivé. Et à l'époque, il y avait je ne sais plus si c'est le Parti libéral ou Québec solidaire qui avait demandé à la commissaire à l'éthique de faire des recommandations parce qu'on disait qu'il y avait un conflit d'intérêts. Tu ne pouvais pas être chef de parti ou premier ministre, éventuellement, puis détenir le plus gros groupe médiatique Non. du Québec. Et là, il y avait eu des recommandations. On disait qu'il allait mettre ses trucs en fiducie avec sans droit de regard, tout. Sérieusement, là, il y a une réflexion à avoir là-dessus. Là. S'il était premier ministre en ce moment, ce qui aurait pu arriver, là, il était chef de l'opposition officielle avant qu'il démissionne pour une histoire que je ne me rappelle plus trop. Là. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est premier ministre et accessoirement propriétaire d'un groupe médiatique de pareille sorte qui reçoit de l'argent public et qui, là, demande de ne plus payer ses locaux et ses affaires? Est-ce que... Excuse-moi, moi, je trouve que ça pue, là. Ouais, puis mets-toi dans la position aussi de PKP. La réalité, c'est la suivante. Présentement, là, ben, il ne peut pas avoir d'offre hostile réellement parce que les actionnaires internes, ben, les insiders, possèdent genre 65% de TVA. Tu sais, fait que tu ne peux pas avoir une offre hostile qui va te donner le contrôle de cette entreprise-là. Mais tu sais, ça vaut seulement 76 millions. Tu es vraiment dans une position que, tu sais, prendre contrôle de ça ne devrait pas être si tough que ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui débarque demain matin qui donne 100 millions à PKP et puis devient propriétaire de TVA? Je pense que oui. L'affaire, c'est que personne ne va vouloir payer une pièce pour ça. Ça fait bien trop de gros déficits. Pourtant, c'est 46 ou 42 de part de marché. Ça veut dire qu'ils ont le contrôle total de la télé québécoise. Là. Je veux dire, quand tu es quasiment à 50 de part de marché dans un milieu qui est techniquement compétitif, tu sais, je veux dire, il n'y a aucun réseau américain qui fait 42 parts de marché aux States. Là. Oui, puis je veux dire, acheter parce que la vraie valeur qu'il y a en arrière de ça, c'est que tu achètes l'emprise totale sur les cerveaux de Ben oui. 80% des boomers du Québec. Là. Oui, carrément. Puis, écoute, 42 de la population du Québec ou qui écoute la télé, ils écoutent ta télé. C'est un méchant pouvoir. Ben oui. Le fun à avoir. Fait que, tu peux avoir un gars qui a de l'argent dans les poches un peu, un genre de Mitch Garber, tout ça, qui peut être propriétaire de ça. Ça n'arrivera pas, là, mais tu comprends un peu l'idée. Puis il n'y a personne qui veut l'être. Puis même PKP, qui a toujours aimé être propriétaire de son groupe médiatique, il donne l'impression qu'il s'en sac un peu présentement. Il y a plus de fun à être propriétaire des Alouettes. Là. Regardez son fil Twitter, là. Puis il préfère être propriétaire des Alouettes. Ben oui, parce que ça doit être tout le temps des bonnes nouvelles reliées à ça. Fait que là, tu es vraiment dans une position où tu te dis « Holy shit, qu'est-ce qui va se passer avec ça? » Mais là, le next step, c'est quoi? Est-ce que c'est le gouvernement qui subventionne un autre tour québécois? Ou ben, on dit québécois, mais c'est un groupe TVA. Ou ben non, c'est le gouvernement qui prend possession du réseau de télé. Ça va devenir un gros Télé-Québec, cette affaire-là. C'est vers où qu'on s'en va? Mais on est sur les derniers milles de ce groupe médiatique-là. Là.
qui est le groupe médiatique le plus important au Québec. Ben, s'il n'y a pas un méchant coup de base, c'est parce que la force, c'est qu'ils sont tellement éparpillés partout. Ils produisent des séries de télé. Ils ont une radio web. Ils ont des bulletins de nouvelles. Ils ont des podcasts. Ils ont, c'est vraiment, ils ont des journaux. Fait que c'est vraiment puis tout ça est comme interrelié puis quasiment indissociable, dans le sens que là, tu as le bulletin de nouvelles. On s'en va rejoindre Richard Martineau pour son commentaire de la journée. Richard Martineau, son commentaire de la journée, c'est un ressucé de son article qu'il a publié dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, qui est la copie de l'autre, qui est aussi une version short de son émission à Cube, ou de son éditorial de son émission à Cube, qui est aussi un bout de son commentaire dans le show d'une autre personne qui est à Cube, genre du Trisac ou je sais pas trop qui. T'sais, tout ça est très concentré. Puis moi, j'ai l'impression que dans cet univers-là, là, quand tu enlèves un morceau du puzzle, il n'y en a pas rien qu'un qui vient. Hey, ça doit être une gestion. Ah, puis prenons le cas de Richard Martineau. Sans Facebook, Richard Martineau n'existe pas. Parce qu'il est banni de Twitter. Je ne me rappelle même plus pourquoi. Là. Mais Richard Martineau n'est pas sur Twitter. Et il n'est pas sur Facebook présentement parce qu'il fait partie des médias de Québécois. Fait que tu es vraiment dans une position où est-ce que sans ces réseaux sociaux-là, Richard Martineau n'existe plus. Il existe seulement à la télé. Donc, ils ne peuvent pas amener des nouvelles personnes. Fait que tu sais, normalement, ils devraient vouloir que Meta arrête le plus rapidement possible. Seule affaire, c'est qu'il s'y prend mal. Il n'attaque pas la loi canadienne. Il attaque l'entreprise en passant par le bureau de la concurrence. Ah, c'est capoté, ça. Je l'ai vu aussi, cette affaire-là. J'ai pas l'article sous la main, là, mais bon, c'est des plaintes au bureau de la concurrence parce que pour ce que Meta fait. T'en as pour 4 ans. T'en as pour 4 ans à régler ça avec le bureau de la concurrence. Ils sont même pas capables de gérer le gaz dans la région de Québec. Casse pas ta tête qu'ils s'en foutent de PKP, là. Hey, écoute, sérieusement, tu le regardes aller et tu te dis, man, tous les mauvais moves qu'ils font, c'est l'enfer. Puis la loi qui a été passée pour les réseaux sociaux, ça vient d'eux autres. Ça vient des lamentations de PKP. C'est lui qui a demandé cette loi-là. En bonne partie, en tout cas. Tu sais, fait qu'à un moment donné, t'es là, tu te dis, tabarouette, qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est drôle aussi que, tu sais, moi, honnêtement, je lis chaque jour des bonnes parties du Globe and Mail, le Toronto Sun, le National Post, plusieurs journaux canadiens anglais. Là. Je suis obligé de te dire qu'on parle très rarement de ces sujets-là. Lui, c'est une fixation, il parle de ça tout le temps. Là. Mais dans les médias québécois, on va mourir, on va disparaître, il faut qu'on ait de l'argent, tatata. Moi, je pense que 80%, 90% de la pression médiatique pour avoir cette loi-là vient du Québec. Ah, je suis 100% d'accord avec ça. Mais d'un autre côté, tu sais, la réalité, c'est que ils ont créé un monde de domination, mais en même temps, ils se sont fermés sur eux-mêmes. Tu sais, avant ça, là, Richard Martineau, il parlait à Radio X. Ouais. Il y a du monde qui écrivait qui avait leur propre blog, qui avait leurs propres affaires. Ils faisaient des affaires. Ils auraient pu faire leur propre podcast, des choses comme ça. Mais ils se sont fermés à leur environnement restreint de Québécois, de Cube, peu importe. Fait que tu es vraiment dans une position où est-ce que tu dis, cette fermeture-là, peut-être que ça marchait du temps où est-ce que l'enveloppe publicitaire était dans les médias traditionnels. Mais maintenant que l'enveloppe publicitaire est à l'extérieur des médias traditionnels, puis que la grosse partie de l'enveloppe publicitaire est sur les réseaux sociaux maintenant, puis va l'être de plus en plus, tu empêches tes vedettes internes d'être des réels influenceurs, puis d'aller chercher des revenus supplémentaires de leur côté. Ouais. Fait que tu es vraiment dans une position où est-ce que tu les surpayes, parce que, écoute, il y a des contrats chez TVA qui c'est surpayé par rapport à ce que ces animateurs-là ramènent pour de vrai. Puis, en plus, tu les empêches d'aller chercher des revenus connexes ou de diffuser leurs bonnes paroles ailleurs. Tu sais, du temps que Richard Martineau est à Radio X, il y a probablement beaucoup moins de difficultés pour un auditeur de Radio X à écouter TVA éventuellement. Mais la journée que tu te traces une ligne dans le sable et tu te dis « ça, c'est des pas propres, je ne les veux pas chez nous », puis les gens qui sont chez nous, ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs.
tu crées un clash gigantesque qui font en sorte que, OK, si je suis un auditeur de Radio X, c'est fuck TVA. Tu peux pas avoir de crossover de cette façon-là. Fait que tout le monde rentre un peu dans son carcan, fait sa propre patente. Mais la réalité, c'est que Radio X est rentable, puis Groupe TVA ne l'est pas. Puis Radio X, c'est une binerie régionale. Oui, puis tu sais, ils sont aliénés, beaucoup de gens, moi, je pense, comme tu dis, l'exclusivité. Puis 2, les fixations sur des monosujets. Là. Écoute, je viens d'ouvrir le Journal de Montréal. D'après toi, la chronique de Normand Lester aujourd'hui, elle parle de quoi? Les méchants Américains. Trump cause des torts irréparables aux États-Unis. Tu sais, c'est tellement rendu prévisible. C'est la même calice de chronique depuis 6 ans à tous les jours. Tu sais, puis c'est comme le mané, là, t'as l'impression qu'il n'y a pas de renouveau là-dedans. C'est la même patente, les mêmes monosujets, la même affaire. Ah, on les voit mourir en direct. Là. C'est vraiment une décroissance continue, régulière, récurrente. Ça tient à pas grand-chose. Puis tu sais, t'as beau avoir 42 parts de marché puis te dire, OK, la clientèle du baby-boom est à nous autres. Ces gens-là ne dépensent plus. T'es un publicitaire demain matin. Tu veux commanditer un show. Ouais, mettons, moi, je veux vendre des piscines hors terre. Tu dis, je mets-tu mes pubs à TVA? Ben non, c'est 65 ans et plus qui écoute ça. Tu dis, je peux pas mettre de pub là. Voyons, il n'y a personne qui achète des piscines à 65 ans. On peut passer des préarrangements funéraires ou des chirurgies laser pour les cataractes. Ah, des pubs de Polydent. Mais tu sais, à un moment donné, il y a des limites à ce que tu peux faire. Des brassiers à beige, on va en vendre, mais Colin, là. Ah, écoute, je sais pas. Je sais pas où ils s'en vont avec ça. Clairement, PKP, ça a l'air à pu y tenter. Mais moi, je pense qu'il est comme tiraillé entre 2 affaires là-dedans. C'est que ce PKP, n'oubliez pas qu'il y a un but dans la vie, en dehors de celui que ses affaires fonctionnent, c'est que le Québec devienne un pays indépendant et il est omnubilé par ça depuis toujours. C'est vraiment... Mais il est comme tiraillé parce qu'il voit son truc descendre financièrement, mais il sait la puissance que ça représente. Écoute, ils ont réussi à ressusciter le Bloc québécois qui était rendu séparé en 2 groupes dans le temps de Martine Ouellette, la gang de Caribou d'un bord, les mangeux de Luzerne de l'autre. Et ils ont réussi, avec l'ancien gérant d'Éric Lapointe, à refaire, ben moi j'appelais ça à l'époque le Bloc québécois. Ben, ils ont réussi, le Bloc québécois, à ramener le Bloc québécois à 34-35 députés. Et sont en train de faire la même affaire avec le Parti québécois, un parti dont tout le monde prophétisait la disparition, ce qui était le chemin logique qui a failli être pris. Puis, qu'est-ce qu'a fait Québécois? Chaque jour, chaque semaine, PSPP, il est sous-évalué, il a gagné le débat, c'est le meilleur, c'est le plus humain, c'est le ci, c'est le ça. Puis là, la chronique de Facal, celle de Mario Dumont, puis celle d'un autre, puis PSPP, puis il est donc bon, puis il est donc fin, puis la langue, puis toute la patente. Puis qu'est-ce qui se passe? Ils ont même réussi à mettre le PQ 2e dans la région de Québec, à un endroit qui a voté 2 fois non au référendum sur la souveraineté du Québec. Écoute, ils réussissent à faire ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une influence immense. Ces déboires-là ne sont pas... Là-dedans, c'est pas... Il ne faut pas voir là-dedans la preuve qu'ils n'ont plus d'influence. Au contraire, ils ont une très grosse influence, très, très grosse. Rappelle-toi ce que Gaétan Barrette avait dit dans une émission avec Marie-Louise Arsenault, je ne sais plus trop, on avait passé la clip. Il suffit d'une chronique de Mario Dumont pour que le gouvernement chie dans le short. Carrément. Puis qu'il change de cap sur une affaire. Mais financièrement, le modèle ne marche pas. Écoute, même les dirigeants ne croient plus, Frank. Regarde, je vais donner un exemple. J'ai le conseil d'administration aussi. Bon, c'est sur le site Zone Bourse. À prendre avec des pincettes. L'information est peut-être pas ultra précise, mais peu importe. Le chairman des administrateurs du conseil d'administration, c'est Sylvain Lalande. Sylvain Lalande, là, il possède 10 800 actions de groupe TVA. Ça vaut 15 000 $.
Il possède aussi 4000 actions de groupe québécois. Ça vaut 100 000 $. Mais je veux dire, il croit-tu vraiment dans sa compagnie? Tu sais, il y a du monde sur le conseil d'administration. Nathalie Elgrabili-Lévy, on l'adore, là, elle est sur le conseil d'administration de Québécois depuis 2008. Femme de 54 ans. Elle ne possède plus d'actions de groupe TVA. Elle n'en a pas. Jean-Marc Léger, on adore Jean-Marc. Jean-Marc, il possède 4500 actions. Ça vaut 6300 $. Ouais. Ils mettent même pas leur argent dans leur bébelle. Tu sais, le bateau, il coule, là. Ouais, le bateau coule. La question à vous demander, c'est il reste combien de temps? 1 an? 3 ans? 5 ans? Je pense que 5 ans, c'est un gros câble. Je pense pas moi, qu'il non, mais ça me paraît évident que le gouvernement va accoucher de quelque chose. Là, le problème là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas été trop stratégiques dans leur affaire. Parce que quand tu as besoin d'argent, écrire 3 articles par semaine pour rire de Fitzgibbon, c'est peut-être pas la meilleure idée au monde. Ouais, ça... Ça, moi, en tout cas, niveau stratégie, si j'ai de l'argent à téter au gouvernement, j'essaierais de ne pas les insulter. Mais en tout cas... Surtout celui-là qui tient la bourse. Surtout le gars qui a le chéquier. En tout cas, je dis ça, je dis rien, là, mais ça me paraît stratégiquement... les reportages sur l'île aux faisans, puis toute la patte, en tout cas. Il y a des jobs là-dedans, là. Ce groupe-là, là, on dit qu'il n'est pas rentable, mais il y a quand même des revenus, là. Ils font genre 100 quelques millions par trimestre. Fait qu'il y a des revenus. De dépenses. Puis il y a plus de dépenses que de revenus. Fait que, c'est quand même pas mal d'argent dans le milieu du spectacle, du star system du Québec. La journée que ce groupe-là est dans la merde pour de vrai financièrement, puis qu'il continue de slacker du monde, le vedettariat québécois va s'effondrer complètement. Ah non, ouais. Il y a un sauvetage en préparation, ça, j'en suis pas mal certain, d'une manière ou d'une autre. Mais l'histoire avec Meta et Google, c'est l'ultime tentative de faire payer cette facture-là à d'autres mondes. Je pense que oui. Mais moi, je pense que le mariage sera officiellement consommé et ces médias-là, Québécois, la presse et compagnie, seront tous semi-étatisés. Ça va ressembler à quoi après? Ça va ressembler à ce que ça ressemble là, mais au moins, ça va être, les choses vont être claires, j'imagine. Ça va pas dans la bonne direction. Le Québec médiatique ne va pas dans la bonne direction. Là. Non, vraiment pas. Écoute, dans la partie Patreon, on va parler... je pense que j'ai trouvé un texte encore plus saucé et déplaisant que celui de Louis Morissette. Louis Morissette a de la grosse compétition dans le monde des articles déplaisants et délirants. Et c'est Patrick Lagacé qui le compétitionne. Je pense qu'il a écrit son pire texte à vie dans la presse. On pourra en parler parce que je pense que c'est pas en vacances? Non, il doit être revenu de vacances. Mais d'après moi, il a été piqué dans son orgueil. Il dit là, je me fais damer le pion des insupportables parti Louis. Là, il faudrait que je rappelle que le king de la démagogie gauche caviar, c'est moi. Là. Fait que quand même revenir là-dessus. Et un article du Wall Street Journal qui s'appelle The Legal Assault on Corporate Diversity Effort Has Begun. Donc, toute l'histoire du wokisme dans les entreprises, on va en parler dans la partie Patreon.